l'ensemble de la presse pour cette conférence de presse suite au boycott de la séance plénière du Conseil supérieur qui était prévue ce jour. Bon, on a siégé en bureau, on a exprimé nos intentions et notre mécontentement, et je laisse ma collègue Marie Ménella de la CFDT vous expliquer le pourquoi de notre mécontentement et le pourquoi de ce positionnement intersyndical sur ce boycott. On fait peut-être un tour d'étape pour se présenter avant. On commence. Bonjour à tous, Frédéric Mondia pour le syndicat UNSA Territoriaux. Marie Ménella pour le syndicat CFDT Interco. Coordonnateur pour le syndicat Force ouvrière, fonction publique territoriale. Martinez Damien pour la CGT. Sébastien Janssen pour la Fédération autonome FPT. Didier Bourgoin, secrétaire fédéral FSU. Marie, à toi. Merci déjà de vous être déplacé en cette terre cégétiste. Merci à la CGT de nous accueillir d'ailleurs. On est bien là tous ensemble, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur. Vous avez dû recevoir, j'imagine, le communiqué de presse, donc voilà. Simplement vous redire quelques points sur le pourquoi on a souhaité ne pas siéger sur cette séance plénière. Déjà, ce texte sur la création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat devait y être présenté, et c'est celui-ci qui achoppe pour nous, parce qu'il donne la possibilité aux employeurs territoriaux d'attribuer cette prime, mais surtout de ne pas l'attribuer. Et ça, pour nous, c'est une grosse problématique. C'est un leurre qui conduit les agents territoriaux à toujours plus de déception et de frustration, parce qu'on leur fait penser qu'ils auront cette prime de façon automatique, alors que ce n'est pas le cas. Les montants annoncés pour les fonctionnaires d'État et hospitalières sont des plafonds seulement pour les fonctionnaires territoriaux, et ça pour nous c'est pas acceptable. C'est pas vraiment expliqué d'ailleurs dans la communication préalable du gouvernement, ça non plus, c'est pas quelque chose qui est acceptable pour nos collègues. On a bien l'exemple du RIFSEP, où effectivement le principe de transposition s'est traduit concrètement par des montants inférieurs pour les agents des collectivités territoriales. Donc on n'a pas tout à fait de marge de manœuvre non plus dans certaines collectivités. Il y a des collectivités qui ont les marges de manœuvre financières pour pouvoir les verser et d'autres qui ne les ont pas. Donc aujourd'hui, on se retourne aussi vers le gouvernement pour voir quelle solution il peut apporter à ces problématiques. Pas de budget, pas de prime. Le gouvernement nous oppose systématiquement le principe de libre administration, et ça devient un totem d'immunité derrière lequel on se cache systématiquement pour ne pas verser ou pour faire des différenciations avec les fonctionnaires territoriaux. Aujourd'hui, on n'a pas envie pour la territoriale d'être des sous-catégories de la fonction publique. On a vraiment envie de défendre nos collègues et on a vraiment envie de défendre leur pouvoir d'achat. Donc on n'accepte plus ce discours à sens unique, à géométrie variable selon l'argumentaire juridique et selon les négociations qui sont faites directement avec les employeurs et le gouvernement. Donc nous on demande effectivement à ce que les agents les plus précaires et en difficulté puissent bénéficier intégralement de cette prime et de façon obligatoire. On demande à l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement et les employeurs territoriaux. Merci. On vous enverra la présentation effectivement pour que vous puissiez avoir les termes exacts. Est-ce que les collègues autour de la table voulaient rajouter quelques mots? Je peux tous dire un petit mot si vous voulez. Vas-y. Ouais. Donc en fait le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est à travers ce boycott du Conseil supérieur, c'est qu'effectivement avant même de commencer des discussions sur ce texte particulier, alors il faut quand même savoir qu'on a eu un bureau ce matin et qu'on a bien expliqué que ce texte était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais le fonctionnement aujourd'hui du Conseil supérieur ne nous convient pas, dans le sens où tous les textes qui sont emportés reviennent avec tous les amendements qu'on y dépose, 95% ne sont pas reçus et les textes nous sont renvoyés exactement à la virgule près, il n'y a rien de changé. Donc ce texte est celui qui fait déborder, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi? Parce qu'il est respectueux envers les agents. Tout simplement parce que le gouvernement fait des annonces, il fait des effets d'annonce en disant eh bien voilà, l'ensemble des fonctionnaires va toucher une prime, ce qui est totalement faux, et ils savent très bien derrière tout cela que ça ne va pas être possible. Donc nous, derrière tout ça, c'est de dire aussi si le gouvernement veut que l'ensemble des agents touchent cette prime, il a des moyens de la mettre en place.
il a des moyens de le mettre en place sans se cacher derrière la libre administration des collectivités. C'est-à-dire qu'il pouvait faire comme il a fait pour le CTI, passer par la loi, il pouvait faire comme il a fait pour la JPA, comme le disaient mes collègues ce matin, il pouvait également passer comme il a fait pour la prime du pouvoir de grand âge, et en fait donner une participation ou rembourser tout simplement les collectivités qui l'auraient mis en place. Donc ils avaient cette possibilité, et ensuite derrière, ce matin on nous a parlé d'un consensus. Alors le consensus, c'est entre les employeurs territoriaux et entre l'État, les organisations syndicales qui représentent quand même les agents. Nous, le consensus, on n'a pas été invité à aucune négociation, à aucune discussion, et soi-disant qu'il y a un consensus. Vous vous doutez bien que s'il y avait un consensus, il ne serait pas sur le plafonnement de la prime, déjà il y a eu. Sur le versement 2024, on verra bien, et sur le fractionnement, effectivement, ça se discutera aussi. Nous, ce qui nous gêne aussi particulièrement, c'est ce plafonnement. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, d'annoncer les agents vont avoir entre 300 et 800 euros de prime, et finalement dans la fonction publique territoriale, si une collectivité veut donner 50 euros et qu'elle veut la donner en 2 fois en 2024, qu'elle donne 2 fois 25 euros, elle peut le faire. Et en plus, si elle ne veut pas en donner du tout, elle n'en donne pas. Donc voilà, à un moment, ça suffit. Il y a un ras-le-bol, se cacher derrière son petit doigt en disant la libre administration des collectivités, c'est trop facile. Oui, rapidement, ce qui a été dénoncé, et en particulier par l'intersyndicale ce matin, c'est une véritable absence de dialogue social au profit d'un monologue social. C'est-à-dire que ça va toujours dans le même sens et l'avis des organisations syndicales est très peu pris en compte. Il y a des chiffres qui sont quand même importants. 76% d'agents de catégorie C, dont plus de la moitié sont à l'échelle C1, dont les premiers échelons frisent tous les ans, et malgré les remises à niveau du gouvernement, obligées par la loi d'ailleurs, hein, c'est pas un cadeau qu'il fait, sont au niveau du SMIC. Hein. Et aujourd'hui, on peut considérer, avec les problèmes d'inflation qu'il peut y avoir, on est au cœur d'une problématique politique, on peut considérer que cette perte de pouvoir d'achat, elle a un effet particulièrement négatif sur les agents de catégorie C. 76% d'agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale. Donc, je le disais tout à l'heure, on est aux alentours de quand même 700-800 000 personnes qui sont sur l'échelle C1, C2. Donc, c'est à eux que ça s'adresse, cette prime. Il y a une prime, la JPA a été mise en place, elle est obligatoire pour tout le monde, et il y a cette prime de vie chère. Et ceux qui en auraient le plus besoin peuvent ou risqueraient de ne pas la toucher. Je viens de recevoir 2 mails à l'instant. Département de l'Hérault, département du Cher. Le président du département du Cher vient d'annoncer qu'il appliquerait la prime si elle devient obligatoire. Elle ne le sera pas. La DGCL nous l'a annoncé aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Si on prend l'exemple de 2 adjoints administratifs ou techniques de la ville de Limoges, enfin, qui seraient sur la commune de Limoges, un travaille à la mairie, l'autre travaille au CHU. Il y en a un qui va toucher 600 ou 700 ou 800 euros et son collègue qui a la même qualification, la même ancienneté, les mêmes, entre guillemets, conditions de travail, c'est-à-dire le travail à faire, ne la toucherait pas. Comment est-ce que vous voulez qu'on explique ça à nos collègues? Et nous poser la question à nous, représentants du personnel, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre un système tel que celui-là en place? C'est tout simplement pervers. On ne peut pas répondre oui. Et donc, aujourd'hui, nous avons indiqué, par cette situation de boycott, qui est quand même historique, que nous n'acceptions pas d'être placés dans une situation telle que celle-là. Les agents n'acceptent pas d'être placés dans une telle situation et demandent d'être traités comme leurs homologues de l'État et de l'hospitalière, puisque l'État a quand même considéré qu'à l'hospitalière, ça devait être obligatoire. Et on voudrait bien savoir pourquoi est-ce que les territoriaux, ça ne l'est pas. Alors, on va pas revenir sur l'article 72, ça a été remué dans tous les sens, mais ce prétexte de la libre administration, par exemple, ça a été imposé à des hôpitaux qui n'avaient pas forcément les marges de manœuvre financières, ils vont être obligés de verser cette prime. Donc voilà un petit peu dans quelle situation on est, et nous, ce qu'on a demandé, je crois que tout le monde était d'accord, c'est de rencontrer le ministre pour qu'on ait une vraie discussion. Parce qu'il y a un certain nombre de solutions, entre autres à la FSU, mais je pense que les autres organisations syndicales, on a un certain nombre de solutions qui pourraient être apportées pour régler ce type de situation. Ok, je m'inscris dans le tour de parole. Donc nous, pour la CGT, pareil, hein, le mécontentement est très fort, hein, mais le mécontentement qu'on exprime, c'est celui des agents.
qui nous revient du terrain. Les agents qui nous disent qu'ils ont du mal à pouvoir joindre les deux bouts à cause du gel du point d'indice, du fait que ce gel du point d'indice, il a entraîné quand même un écart entre la possibilité de pouvoir payer le quotidien, le loyer, l'essence pour mettre dans la voiture, en fonction aussi de cette inflation qui a été galopante, et puis l'inflation de ces derniers temps qui est record et qui n'a pas été compensée à juste mesure par les augmentations du point d'indice successives de ces dernières semaines. Donc nous, on est très mécontents par rapport à cette prime pouvoir d'achat. On est très mécontents et on est très en colère contre le gouvernement parce qu'il nous oblige à avoir une posture qui aujourd'hui empêche la possibilité d'avoir un texte qui permettrait aux collectivités qui le souhaitent de pouvoir verser une prime. Et nous, il est hors de question que certaines collectivités versent une prime à des agents et que les autres, ils les regardent en rond de frites sans obtenir eux aussi cette prime. Tu l'as dit tout à l'heure, Didier, effectivement, la question ne s'est pas posée pour les établissements de santé, notamment les EHPAD. On en connaît quelques-uns, des EHPAD qui sont en difficulté financière, qui ont des fois même des budgets déficitaires, et pour autant, eux, on ne leur a pas posé la question de savoir s'ils allaient pouvoir payer la prime ou pas. Ils vont la payer. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir exactement les mêmes choses que nos camarades et de l'État et de l'hospitalière, parce qu'on n'est pas des sous-fonctionnaires. On sert la population à part entière, on l'a bien vu pendant la crise Covid. Heureusement qu'il y avait les services publics territoriaux pour aider à passer cette crise. On le voit aussi, notamment, pas plus tard que ces derniers jours, avec toutes les inondations qu'il y a pu avoir en France. Là encore, on est content d'avoir des fonctionnaires territoriaux pour rendre le service et aider les populations à surmonter les difficultés. Nous, ce qu'on note effectivement, c'est qu'on a pas mal d'employeurs territoriaux qui se plaignent des problématiques financières et compagnie. Mais si on regarde les comptes administratifs des collectivités, ce qu'on s'est un petit peu amusé à faire à la CGT, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal d'entre elles, il y a des excédents de fonctionnement qui sont revirés à la section investissement, parce que là, ça sert effectivement politiquement les élus politiques sur la réalisation des projets pour lesquels ils ont été élus. Et donc, on a aussi des choix politiques à faire comprendre à nos employeurs territoriaux qu'ils ont un choix politique, c'est celui de bien rémunérer leur personnel et de les aider justement à pouvoir faire face à toutes les dépenses de leur quotidien. Donc on n'oublie pas non plus l'État, parce que c'est vrai qu'il y a certaines collectivités qui sont en difficulté. L'État aurait pu par exemple indexer la dotation globale de fonctionnement sur la problématique de l'inflation. Il n'a pas choisi ça. Il aurait pu effectivement compenser cette prime vie chère pour permettre justement le versement de cette prime à l'ensemble des agents territoriaux du territoire et de tous nos territoires d'ailleurs, de toute la France entière. Là où on est aussi en colère, c'est sur le fonctionnement du Conseil supérieur, et je pense qu'il faut qu'on y revienne. Parce que souvent dans la presse, on lit qu'il y a un bon niveau de dialogue social dans la fonction publique territoriale. Alors c'est vrai qu'on est arrivé à conclure un accord sur la protection sociale complémentaire en juillet. Il y a eu sur ce point-là effectivement des bons échanges, mais nous ce qu'on note dans le fonctionnement du Conseil supérieur, c'est pas tant les échanges avec les employeurs territoriaux, c'est surtout la manière et la posture du gouvernement de se ficher de ce que les organisations syndicales ou ce que les employeurs peuvent dire. Il y a eu des textes par exemple qui ont été rejetés unanimement par les deux collèges, et pour autant ils nous sont représentés à cette séance du Conseil supérieur sans qu'une virgule soit changée. Ça c'est plus acceptable. Comme c'est plus acceptable non plus de manquer de temps pour pouvoir travailler sur le fond des dossiers. On reçoit les convocations au Conseil supérieur en début de mois. On a à peine 2-3 jours pour se retourner pour préparer les formations spécialisées. Dans ces formations spécialisées, ça va être la présentation des amendements qu'on serait susceptible de déposer pour être étudiés en séance plénière quelques jours après. Et on est dans des délais très contraints qui ne nous conviennent pas, mais qui ne conviennent pas non plus aux employeurs territoriaux. On l'a dit au gouvernement, le gouvernement nous dit oui, mais on ne peut pas faire plus mieux, on ne peut pas gagner de délai. Donc il y a un moment donné, c'est aussi tout ce constat-là, sur ce mauvais fonctionnement du Conseil supérieur, sur lequel on a attiré l'attention aujourd'hui. Frédéric, vas-y Sébastien. Oui, moi pour revenir sur la prime, effectivement, nous remettons toutes ces discussions dans le contexte aussi de la séquence réforme des retraites. Plus en avant, on a aussi passé la séquence prime Covid. Donc, effectivement, la prime Covid, les agents, les fameuses premières lignes de la fonction publique territoriale l'attendent encore.
parce qu'on était sur le même principe de libre administration des collectivités. On arrive maintenant avec une prime, ça a été dit, dans le même mécanisme. Nous, on ne souhaite plus cautionner les annonces tronquées ou les messages en faux semblant, à la fois du gouvernement et aussi des employeurs territoriaux. Donc si le gouvernement souhaite faire un effort, l'effort il faut qu'il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au troisième versant de la fonction publique, c'est bien les territoriaux. Donc il faut que cet effort arrive jusqu'aux territoriaux, mais qu'il soit effectif. Alors les solutions, on les a évoquées. Si on ne passe pas par la loi, il y a les possibilités d'exonération sur les dotations, etc. etc. Mais aussi, on est dans un contexte où on s'aperçoit que finalement les finances locales ne vont pas si mal que ça. Il y a quand même, je viens de voir l'agence France Locale qui note les collectivités, c'est la meilleure note depuis 2014. Donc les collectivités sont en train de récupérer leur capacité de désendettement et à récupérer peut-être de la trésorerie justement et du fonctionnement pour pouvoir alimenter ces primes. Donc la méthode du gouvernement, un peu calquée sur le modèle Bruno Demande finalement, vous l'avez vu dans l'actualité, Bruno Demande, là le gouvernement, alors ça serait Stanislas demande aux collectivités de verser la prime, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a déjà des collègues qui nous interpellent en disant oui, mais ma femme policière va toucher la prime, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Mon mari infirmier va toucher la prime, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Voilà. Et ça, on sait déjà que pour la territoriale, c'est pas le cas. Donc voilà, c'était cette expression, et puis moi je voudrais souligner effectivement l'unanimité de notre voix pour s'élever contre ça. Voilà. Ça a marché avec la PSC. On espère avoir la même écoute. Je veux juste revenir aussi sur la PSC. On commence à entendre quand même un discours qui nous dit qu'on va avoir des difficultés à mettre en œuvre de manière réglementaire, de manière législative, les dispositions de l'accord. Donc, j'espère qu'on ne va pas être déçus non plus du dispositif de négociation qu'on a mis en place, qui a duré plus d'un an. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok, Frédéric, quelques mots? Oui, merci. Bon, bah alors du coup, il me revient la tâche de conclure un peu nos déclarations. Effectivement, pour l'UNSA, comme pour tout le monde, l'UNSA refuse le principe d'une prime virtuelle, tout simplement. Une virtualité qui va effectivement s'appliquer aux agents les plus nécessiteux de la fonction publique territoriale, et ça, c'est pas entendable. Tout ce qui a été dit par mes collègues, effectivement, je ne vais pas tout redévelopper, recentrer, effectivement, il s'agit d'un problème de pouvoir d'achat. Donc l'État se déresponsabilise sur un problème économique finalement qu'il doit porter, c'est sa responsabilité. Et le caractère exceptionnel de la prime, qui fait qu'on nous a opposé ce matin au bureau les caractéristiques de la fonction publique territoriale, la diversité des employeurs, le fonctionnement général, etc. Mais on parle d'une prime exceptionnelle versée une fois. Donc les arguments qui nous ont été opposés finalement nous ramènent tout le temps à ce que vous avez évoqué, chers collègues, du décalage vraiment qu'il y a entre la communication et la réalité. Alors une réalité de terrain qui a été vraiment rappelée ce matin, et la réalité du but en fait de l'annonce de ce qu'était cette prime, le pouvoir d'achat, un soutien exceptionnel et logiquement en faveur des agents les plus en demande. Donc nous, ce qui a été porté de façon unanime, évidemment, c'est de retourner à une négociation ou au moins une rencontre, une visite avec le ministre Stanislas Guerini. Et puis effectivement, comme ça a été évoqué, un vrai dialogue au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour effectivement éviter à l'avenir ce genre de blocage et ce genre de décision assez radicale.
Marie, tu voulais compléter ton propos? Oui, pour la CFDT, effectivement, on s'inscrit pleinement dans tout ce qui a été dit, bien entendu, mais on ne voudrait pas qu'on se trompe sur les intentions de ce boycott. Hein. Nous, c'est pas qu'on ne veut pas une prime, au contraire, on veut une prime, mais on veut une prime de justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur les agents territoriaux que pèse la facture finalement de l'inflation. Et ils la payent deux fois cette facture. Ils la payent sur leur salaire aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas augmentés comme leurs collègues, et ils la payent aussi sur leur coût énergétique. Et donc ça, c'est plus entendable pour nous. On ne veut plus non plus entendre le discours de on a des problèmes d'attractivité dans la fonction publique territoriale, parce que là, il y avait justement un moyen d'avoir plus d'équité et de faire de l'attractivité, et on s'en prive. On est d'accord sur le principe de la libre administration, on l'entend très souvent, mais il y a le statut aussi en fait de la fonction publique territoriale, tout bêtement, et on aimerait que ce statut-là, il soit pas battu en brèche à chaque fois qu'on fait un décret ou que ça déplaît aux employeurs territoriaux. Donc voilà, pour nous, vraiment les 3 points saillants, ce sont ceux-là. Je ne sais pas si vous avez... Ok, ben échange avec... C'est ça. Vas-y. Question.